Très bien. Un grand plaisir d'être là, d'être parmi vous, de parler de pédopsychiatrie, même si dans le titre on voit psychiatrie de l'enfant. Donc je pense que vous avez bien compris que le trait était à l'enfant. Et il y a une grosse difficulté dans cette question, donc je vous l'ai dit d'emblée, comme ça vous vous attendez à la suite. C'est que le titre qu'on m'a proposé était urgence chez l'enfant. Donc évidemment, j'ai enlevé tout ce qui est adolescent, et puis ça vous concerne moins. Même si les urgences psychiatriques de l'adolescent mériteraient une communication évidemment à part. En plus, dans les urgences psychiatriques, il y a ce qu'on nous on enseigne d'habitude aux résidents, donc c'est un certain nombre de conduites à tenir. Mais au-delà, je suis revenue grâce à cette question en essayant de voir un peu toutes les urgences que nous on reçoit et que les pédiatres estiment être une urgence où ils nous appellent et où ils font appel à nous. Et là, vraiment, la liste, elle n'est pas exhaustive. Donc, j'ai fait des choix pour bien traiter la question. Donc, je vous donne un peu une idée des urgences en général, de ce que c'est qu'une crise, de comment l'aborder, mais j'ai fait des choix des urgences à traiter. Donc, d'abord, il y a les notions de crise et d'urgence. Alors, les crises sont des crises maturatives. Quand on parle de crise d'adolescence, quand on parle de crise de la quarantaine, c'est des crises qui sont nécessaires. Et ne pas faire cette crise, au contraire, est mauvais pour le développement de la personne. Donc, des moments de crise, même dans un couple, peuvent être très structurants pour le couple. Donc, la crise en elle-même, c'est un changement, mais ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Par contre, l'urgence, c'est autre chose. Quand on parle d'urgence, c'est une gravité. On pense danger, on pense auto-agressivité, hétéro-agressivité. Mais là encore, qui c'est qui évalue la gravité? Qui dit que c'est urgent ou pas? Parce qu'entre l'urgence ressentie et l'urgence réelle, parfois il y a un gros gap. Et ça dépend. Je vous dis d'emblée ma conclusion, c'est l'angoisse du soignant, l'angoisse de la famille, au-delà de l'événement réel. Donc il y a toute une dynamique qui fait qu'une situation se présente comme brûlante devant vous et qui vous amène à faire ce qu'on appelle des passages à l'acte, où vous vous sentez obligé d'agir, de piquer, de donner un traitement, d'appeler en urgence, de vraiment d'être dans l'urgence, alors qu'en réalité, on n'a pas pris le temps de la parole, de décoder et de voir qui est angoissé en réalité. Donc l'angoisse est le dénominateur commun qui est toujours là et c'est l'angoisse qu'on va devoir gérer. Donc vous l'avez compris, je vais traiter de l'angoisse et je vais même essayer de vous donner des skills pour la gestion de l'angoisse, autant du soignant que de la famille que de l'enfant. Donc ce que je disais, c'est que c'est une rupture d'équilibre et en chinois, je pense qu'on dit shengi, la crise, ça veut dire danger et ça veut dire c'est une chance de pouvoir se sortir de là. Et donc, cette phrase était magnifique, je l'ai retrouvée, c'est Mario Speranza, un grand pédopsychiatre qui le dit. L'urgence est la partie émergée d'un iceberg beaucoup plus important qui est la crise. Donc, décoder l'urgence, mais permettre à la crise d'éclore, de voir qu'est-ce que ça cache. Parce que parfois, quand ils arrivent, vous pouvez dire « mais c'est ridicule » et dédramatiser, les renvoyer chez eux. Mais en fait, en réalité, ça cache autre chose, c'est le symptôme d'autre chose. Donc, pour décoder et laisser les portes ouvertes, ne pas stigmatiser, ne pas juste enlever le symptôme pour calmer les choses, c'est tout un art et ce n'est pas facile. La demande de soins, en général, vient de l'agressivité envers soi, envers l'autre, ou la crainte d'un passage à l'acte. La demande en général, c'est s'il vous plaît, il faut soulager tout de suite, il faut tout calmer tout de suite. Et là encore, comme vous l'avez compris, nous, on doit vraiment rester loin de la position trop médicale, après avoir éliminé bien sûr une urgence organique, il faut pouvoir prendre le temps de décoder. Donc la réponse doit soulager l'angoisse, contenir trop de débordements, il ne faut pas monter avec eux dans le débordement, il ne faut pas être pris soi-même par l'angoisse, et ça nous arrive à tous, je pense devant une urgence, d'être soi-même débordé par trop d'éléments, par la gravité de la situation, par la lourdeur du cas, par l'enjeu vital ou autre. Et tirer parti de cette ouverture que provoque cette situation pour amener, grâce à une alliance thérapeutique, si on arrive à la faire, à un suivi qui va permettre de dénouer quelque chose qui était en dessous, qui n'était pas clair et qui n'était pas dit, surtout. Parfois, vous savez, nous, on a les enfants qui nous ramènent les parents. Et j'ai eu la semaine dernière une maman, une enfant, je l'avais vue 2-3 fois, et quand je suis arrivée à la salle d'attente, je vais chercher le patient. La fille m'a regardée, elle m'a dit « Tu peux la voir, tu peux voir ma mère ».
Évidemment, on avait bien décodé, elle et moi, que la problématique était plus familiale. Elle était là pour me ramener la mère. Et une fois que la mère s'est posée, qu'elle a pu pleurer, déborder et dire qu'est-ce qu'il y avait sur la table, évidemment, le symptôme de la fille s'est évanoui. Donc la prise en charge doit inclure forcément l'entourage, on n'y peut rien, mais en même temps, parfois, vous le savez, hein, on a affaire à des parents parfois tellement débordants, parfois toxiques, parfois agressifs, mais pris eux-mêmes dans leur propre souffrance, qu'on est obligé de protéger l'enfant déjà, lui, de ses parents. Et donc parfois, une séparation même courte est nécessaire pour pouvoir faire la part des choses. On a une enfant qui ne marche pas, qui dit qu'elle ne voit rien, une somatisation grave. Ça, c'est typiquement l'indication d'une séparation thérapeutique. C'est vraiment lève-toi et marche. On fait une séparation avec la famille. La mère n'est plus là, très angoissée à porter l'enfant, le symptôme, etc. Et on a l'enfant qui se lève, qui va manger, qui parle, tout va bien. La mère ne nous croit pas. Elle nous dit « filmez-la, je ne vous crois pas. Ça fait 1 mois qu'elle ne marche pas ». Donc parfois, c'est aussi le symptôme de l'entourage. Donc réintroduire la dimension du temps et de la parole, et ça, la temporalité est quelque chose de différent entre les pédiatres et les pédopsychiatres. C'est quelque chose que nous, on a beaucoup expérimenté parce qu'au CHU de Casa, on travaille aussi en pédopsie de liaison avec l'hôpital de pédiatrie. Et la temporalité n'est pas la même. J'ai beaucoup de respect, je l'ai déjà dit, pour les pédiatres parce que je trouve que c'est comme les généralistes, vous devez absolument maîtriser toutes les pathologies et toutes les spécialités, mais vous avez tellement de points de tout faire que parfois le temps de la parole et la temporalité n'y est pas. Et donc nous, on a une temporalité différente et parfois on n'a pas du tout le même langage. Résister à ce besoin d'agir lié à notre formation, éviter d'être en alliance avec la mère ou le père par rapport à l'enfant. Il faut faire attention à ne pas se positionner dans les conflits, parce que là, vous perdez l'alliance avec l'enfant, c'est l'enfant votre patient, et privilégier le lien thérapeutique qui permettra d'avancer. Donc, petite introduction pour dire de quoi on doit parler. Les conduites suicidaires, les tentatives de suicide, évidemment, c'est le plus parlant, c'est le plus bruyant et c'est le plus inquiétant. Chez l'enfant, bien sûr, on a malheureusement énormément de tentatives de suicide et de suicides réussis chez les enfants. Je ne parle pas de l'adolescent. Les crises d'agitation, donc tout ce que vous appelez troubles du comportement, comportement perturbateur, un enfant intenable, mais dans un état intenable, comme le disent bien les parents. Les états confusionnels, les crises d'angoisse majeures, il y a aussi les somatisations graves, les conversions, et il y a toute forme de violence physique et sexuelle. Alors, les somatisations graves et les violences, j'ai choisi de ne pas les traiter aujourd'hui, mais si vous voulez, dans la discussion, j'ai beaucoup de cas cliniques qu'on pourrait partager et discuter. Donc, j'ai choisi de parler des 3 premiers avec des diagrammes et des choses assez claires pour avoir des conduites à tenir. D'abord, pour le suicide, on a les moyens que vous connaissez. Beaucoup de défenestration, beaucoup d'ingestion médicamenteuse, d'ingestion de toxiques, peu de pendaison, heureusement, ou de tentatives de pendaison, parce que c'est les moyens les plus graves, très peu de noyades et de gaz. Heureusement, on n'a pas les armes à feu au Maroc. Les facteurs de risque, comme vous voyez, dès le début, on a la dynamique familiale. Un enfant n'existe pas sans sa famille. Maintenant, ce n'est pas toujours la faute à la famille. Parfois, c'est des conflits tellement persistants de parents qui veulent surtout protéger l'enfant qu'ils le mêlent justement à tous leurs conflits. C'est des enfants pris à partie dans des conflits de loyauté méchants. Toute forme de violence intrafamiliale, etc. Les facteurs de risque liés aux antécédents, à l'enfant. Et puis, on a souvent des maladies psychiatriques, mais pas que. Alors, l'idée, c'est surtout que faire. D'abord, voir le patient, rapide avec le patient. On a tendance parfois, je pense que c'est des déformations qu'on a tous, de parler à l'adulte. C'est comme si c'est l'adulte qui allait nous raconter, qui allait comprendre. Quel que soit l'enfant, si vous voyez l'enfant d'abord, parce qu'il vous fera plus confiance que si vous avez vu le papa ou la maman en aparté ou devant lui, parce que vous êtes déjà pris à partie entre adultes contre l'enfant. Si vous voyez l'enfant seul, rapidement, vous l'isolez de la famille, déjà, vous allez avoir beaucoup plus d'éléments au niveau de l'entretien et de l'anamnèse, et vous avez plus de chances d'avoir un lien accroché avec cet enfant qui va vous faire confiance, évidemment assuré du secret médical pour pouvoir avoir accès à des infos sensibles.
Déterminer quel moyen a été utilisé, parce que s'il y a des toxiques où on a besoin de faire des dosages, etc., s'il y a une urgence, s'il a pris quelque chose qui a un effet retard, c'est important qu'on le sache pour faire ce qu'il faut au niveau organique. Les antécédents, les facteurs déclenchants, toujours un examen somatique, mais ça, je parle en tant que pédiatre, pas en tant que psychiatre. Évaluer l'urgence vitale et fonctionnelle, neurologique, cardio-respiratoire, température, hydratation. Bon, je ne vous apprends pas votre métier, vous le connaissez très bien. L'examen psychiatrique, c'est quand on a éliminé tout ça, rassuré, isolé, c'est là qu'on va aller voir dans quel registre on est. Est-ce qu'on est dans le délire? Est-ce qu'on est dans les troubles de l'humeur, dépression ou état maniaque? Ou est-ce qu'on est dans de l'angoisse? Globalement, c'est ces trois gros chapitres. Et il faut évaluer la sécurité du patient et son niveau de fonctionnement parce qu'on doit faire un projet immédiat. Rappelez-vous, on est dans l'urgence. Donc, pour évaluer un risque, on a beaucoup d'éléments. Il y a énormément de littérature sur la crise suicidaire, le post-tentative de suicide et quels sont les facteurs qui peuvent amener une rechute dans les 15 jours. Sachez que toute tentative de suicide, même banale, même si elle a avalé 2 comprimés, c'est un appel d'attention, c'est un appel au secours, c'est une souffrance, même si ça a l'air un peu hystérique, il y a de grands risques, pas de chance, que dans les 15 jours, dans le mois, il y ait une deuxième tentative. Donc ne pas oublier ça, ne jamais banaliser une tentative de suicide, mais en même temps, et c'est là que c'est compliqué, ne pas trop dramatiser. Parce que quand on met beaucoup de bénéfices secondaires autour d'un ou d'une ado qui a fait une TS, ben c'est ce qu'il veut, c'est toute cette attention et tous ces bénéfices secondaires. Et ben à chaque fois qu'il y a un examen, la veille du brevet, la veille du bac, la veille, on les a tous à l'hôpital, tout le monde a ingéré la boîte de Doliprane, la boîte de lithium, etc. Ils savent qu'ils vont avoir le lavage gastrique, ils avertissent bien sûr pour avoir le lavage en temps et en heure, et puis ils ne vont pas à l'examen. Alors c'est aussi une forme d'angoisse scolaire importante, ce n'est pas que de la manipulation, mais il y a des bénéfices évidemment. Donc, on évalue, je ne vais pas lire les diapos, hein, mais je vous les laisse, ils seront à votre disposition, mais c'est juste vous dire qu'on a des échelles très claires pour évaluer le niveau de souffrance, le facteur de risque, de quel niveau il est, et le degré d'intentionnalité. Est-ce qu'il y a eu une lettre d'adieu? Est-ce qu'elles n'ont pas appelé après? Est-ce qu'elles l'ont fait la nuit au moment où personne n'allait les surprendre? Ou est-ce qu'elles l'ont fait la porte ouverte alors que tout le monde est dans le salon et en même temps, elles ont appelé au secours juste avant de s'évanouir, etc. Donc, le degré d'intentionnalité est très important. Et puis, l'impulsivité. Est-ce que dès qu'il y a eu un échec amoureux, une mauvaise note, un problème de conflit familial, elle a essayé de sauter par la fenêtre? Donc, ce degré d'impulsivité est inquiétant. Et quand, dans le trait de caractère, l'impulsivité prend une part importante, ben, le risque de récidive et que ça soit grave est important. Même si là, on n'a ni dépression, ni angoisse, ni délire, le fait qu'un événement qui fragilise sa confiance en lui ou en elle donne, avec l'impulsivité, ce passage à l'acte, il faut s'inquiéter. Donc, l'hospitalisation doit être la règle, au moins 24-48 heures, pour être sûr de bien évaluer tous les éléments que je vous ai dit, avant de pouvoir se dire qu'on a minimisé le risque de récidive et qu'on a surtout accroché la personne, l'enfant, dans un lien où on va la revoir et rester vigilant à qu'est-ce qu'il y a derrière cet appel au secours. Parfois, c'est ambulatoire, mais il faut être sûr qu'on a de bons alliés au niveau des parents, que l'entourage est de qualité, que l'ambiance n'est pas dramatisée, mais qu'en même temps, ils ont conscience du problème et qu'on a un bon contact et qu'on a un lien avec quelqu'un qui va faire la suite. Alors, les médicaments, c'est jamais idéal, encore moins après une tentative de suicide médicamenteuse, mais quand on a des éléments anxieux ou des éléments d'impulsivité, il faut aller vers les tranquillisants, soit l'orazépam, soit des neuroleptiques tels que le Nosinant. On fera attention à ne pas prescrire trop vite un antidépresseur à ce moment-là, parce que vous savez qu'on a parfois la petite levée d'inhibition dans les 15 jours. Donc, si on est déjà dans le passage à l'acte, ce n'est pas le moment. Il faut réévaluer les éléments dépressifs à froid et couvrir par un tranquillisant le temps d'être sûr. La thérapie est toujours indiquée. C'est ça qui va, en travail de fond, aider. On a vraiment 50% d'effet sur le moment antidépresseur thérapie, mais sur le long terme, ça bascule à 70-30 pour la thérapie. Et puis, il faut souvent faire de la prévention,
Parce que quand on a des éléments de crise suicidaire, un enfant qui s'isole, qui n'a plus d'amis, qui est enfermé dans sa chambre, qui n'a plus d'émotions, qui n'exprime plus l'amour envers ses parents, etc., on est dans un isolement qui prédit des passages à l'acte. On passe à l'état d'agitation. Alors, qu'est-ce qu'on appelle agitation? Beaucoup bouger, perdre le contrôle de ses actes, de la parole, de la pensée. Les parents viennent vous dire « Il me reste 4 minutes ?» Ouais. Bon, je suis à 13 diapos sur 34. Donc, on évalue l'état somatique, neurologique, cardiovasculaire, hydratation, température. L'examen psychiatrique va évaluer la conscience, l'agitation et les symptômes associés, toujours les 3 registres dont j'ai parlé. On va éliminer un syndrome confusionnel avant de dire que c'est une origine psychiatrique. Donc, on cherche l'omnibulation, l'onirisme et la désorientation. Et après, on fait une évaluation diagnostique. Est-ce qu'il y a un trouble neurologique ou pas? Est-ce qu'il y a eu un screening toxico avant de retenir? Vraiment, vous voyez, c'est vraiment un diagnostic d'élimination en cas d'agitation, le trouble psychiatrique. On a beaucoup de prises de toxiques, d'hallucinogènes, etc., ou des épilepsies, ou des problèmes immunologiques, ou de thyroïde, etc., qui peuvent expliquer cet état d'agitation. Donc je passe sur cette diapo, même si j'ai mis beaucoup de temps à la faire, ça me rend malheureuse. Peut-être pas, peut-être pas. Alors, je passe aux choses importantes sur les angoisses. Alors, dans les crises d'angoisse, vous avez 3 types de symptômes. Vraiment, ça me paraît important. En 3 minutes, je vais le faire. Les symptômes physiques, psychiques et comportementaux. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut concentrer l'enfant sur ce triangle, dire que dans toute angoisse, on a un comportement, des sensations physiques et des pensées qui sont perturbées, et on va, dans la prise en charge, agir sur les sensations physiques par tout ce qui est respiration, inspiration, expiration. On va lui demander de noter l'angoisse sur 10 avant la respiration, après, pour accéder au contrôle de ça. On va lui demander d'agir sur ses pensées, d'essayer d'identifier le problème, de dire qu'est-ce qu'il peut faire, quelle est la meilleure solution, d'essayer la solution et d'en essayer d'autres, et d'agir sur le comportement. Donc toujours la triangulation, comportement, pensée. Et sur le comportement, donc l'activité physique, écouter de la musique, prévoir des sorties. Donc c'est des petits skills qui les aident. En général, la voie injectable n'est pas utile dans les crises d'angoisse. La voie orale est suffisante quand c'est nécessaire et quand tous les éléments comportementaux n'ont pas suffi. Mais on peut gérer sans avoir recours aux médicaments, parce que dans le recours aux médicaments, il y a une facilité après qui se met en place puisque ce comprimé soulage mon angoisse, chaque fois que je suis angoissée, j'en prends, et on se retrouve avec des enfants qui prennent 12 comprimés par jour. On n'hospitalise que s'il y a un risque de passage à l'acte, que c'est une attaque de panique dans le cadre d'un trouble psychotique délirant, ou s'il y a une urgence médicale ou chirurgicale. Et voilà, pour conclure, je finis encore plus vite. Quid de l'angoisse du soignant devant l'urgence? Ça, c'est très important parce que nous, en tant que soignants, on est aussi des humains. Et on est un réceptacle des angoisses, autant de l'enfant que des parents, et ça fait écho avec nos propres angoisses. Et donc, quand nous-mêmes, on n'arrive pas et on est débordé par l'angoisse, on a du mal à gérer l'angoisse. Je vous remercie. Madame la vice-présidente, tu as été top. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Quelle est la différence entre un enfant qui va se suicider, qui laisse une lettre ou qui ne laisse pas de lettre Quelles sont les différences? Alors, l'enfant qui a écrit une lettre depuis 6 mois, qui est cachée dans le livre de son père, dans la bibliothèque, et qui, en attendant, se détache émotionnellement de tous ses amis, s'enferme la majorité du temps dans sa chambre, c'est un enfant qui est décidé, qui a une date de la fin et qui a déjà décidé à qui il va léguer son suite préféré, sa sœur, qui sait qui va s'en occuper. Donc l'intentionnalité, elle est énorme. Donc lui, il a décidé que la vie n'en valait pas la peine, il ne voit pas d'issue, ni de façon de faire autrement. Il a déjà tout essayé, ça ne marche pas. Donc ceux-là sont très difficiles à récupérer. Ça, c'est des longues hospitalisations. Alors ceux-là, quand on les sort au bout de 2 jours, on est sûr d'avoir un coup de fil des parents dans la semaine.
Et ça, en général, c'est souvent pendaison. Ils ont déjà préparé la corde, ils ont appris à faire les nœuds, etc. Ils vont même sur les sites internet pour voir comment se suicider halal. Ils ne veulent pas avoir de culpabilité religieuse. Ça va très très loin. Hein. Et le nombre d'enfants et d'ados qui ont des idées suicidaires. Alors chez nous au Maroc, la dernière étude, idéation suicidaire, 18%. Ce n'est pas une population clinique, c'est une population dans un lycée lambda. Le halal va être interdit en France. Est-ce qu'ils pourront toujours... Vas-y. Non. Félicitations, c'est clair, l'objectif est atteint. C'était vraiment... j'ai appris énormément de choses dans ces 20 minutes. Vous savez, il y a aussi des urgences infectieuses qui peuvent attirer en pédopsychiatrie. Nous avons tout ce qui est infection du système nerveux central et l'exemple type récemment, c'est des encéphalites auto-immunes. Voilà, c'est des choses que les collègues doivent connaître, c'est-à-dire vice-versa. Si vous pouvez diffuser ma diapo, s'il vous plaît. Ouais. Elle était claire. Non, sur tout ce qu'il faut faire avant. Ah, tu as tout vu, toi. Ouais. Même ce que tu as passé rapidement. Moi, je voulais savoir. Mais vas-y, diffusez la diapo, laquelle tu veux. Je l'ai mise là. Parce que justement, dans les états d'agitation, j'ai beaucoup S'il vous insisté plaît, sur le syndrome la régie. confusionnel. La diapo. Là, il veut répondre. Et ça passe pas. D'accord. Ouais. Voilà. Ah, voilà. Alors, vous les voyez en bas à droite. Vraiment, le syndrome confusionnel, quand il est identifié, il doit faire rechercher tout ce qui est neurologique, infectieux, endocrinien. Il y a énormément c'est pour ça que j'ai dit vraiment le psychiatrique reste en dernier. Et nous essayons de former tous les résidents pédopsy justement à ne pas passer à côté de ces urgences-là. En attendant que tu poses la question, quelle est la proportion de l'implication des parents dans les troubles de l'enfant ? Alors, il y a une étude qui est très célèbre, qui a dans la structuration de la personnalité de tout enfant, il y a une participation génétique de 40%, une participation de la famille de 7%, une participation de l'environnement de 25%, l'environnement non partagé, pas forcément la famille, et le reste c'est inconnu. Donc on met beaucoup de poids sur les parents, mais ils ont plus d'impact sur l'expression des symptômes et sur la gestion quand il y a un débordement, mais pas forcément dans la genèse. L'hospitalisation, quand elle est nécessaire, est-ce qu'elle doit se faire absolument en milieu psychiatrique, vu toutes les difficultés qu'on a à faire admettre des enfants, vu le nombre de places, etc. Et compte tenu aussi de nos habitudes sociales, des contraintes qu'on a avec les parents dès qu'on parle de quelque chose de psychiatrique. Qu'est-ce que vous recommandez ? Alors moi, je suis totalement pour mettre des lits d'appoint pour des enfants et des ados en situation de souffrance psychique dans les hôpitaux publics, dans les cliniques, avec des pédiatres, avec des généralistes formés en santé mentale et avec des psychologues qui soient affectés dans ces endroits-là. Il n'y a absolument pas d'urgence à institutionnaliser. Je ne suis pas pour l'institutionnalisation dans l'absolu. Parce qu'on est dans un retour de toute la psychiatrie adulte et enfant. Enfermer les enfants et qu'en psychiatrie n'est pas bon du tout. Professeur Dini. Oui, merci Rizlan pour cet excellent topo. Je pense que tu donnes beaucoup d'envie aux résidents de pédiatrie de faire la pédopsychiatrie, qui manque énormément dans notre contexte. Ma question c'est, est-ce qu'il y a une prédisposition génétique de faire une dépression grave chez l'enfant? D'autant plus qu'on parle de plus en plus maintenant de baby dépiste, c'est-à-dire pour un dépistage néonatal génétique étendu, pour bien sûr programmer une prise en charge. Alors là, c'est mathématique. Quand la mère a une dépression, le risque est x2. Si le père a une dépression, c'est x4. Si c'est 4 membres de la famille, c'est x16. Plus il y a de dépression dans la famille, plus les facteurs de risque se multiplient. La génétique de la dépression est très lourde. Alors maintenant, comme tu le dis bien en néonat, il y a quelque chose, puisqu'on est en société de néonat, il y a ce qui se transmet dans le comportement d'une mère déprimée avec son bébé, et il y a ce qui se transmet dans les gènes. Donc c'est vraiment double tranchant, j'allais dire. Les femmes qui ont des dépressions récurrentes font beaucoup de dépressions du postpartum aussi, et rechutent à l'occasion de la grossesse et du postpartum. Quand on arrive à les dépister, à les repérer, à les accompagner, qu'il y ait un substitut maternel fiable pour s'occuper de ce bébé, on sauve le bébé. Un bébé sait quand sa mère est déprimée. Il le repère tout de suite, et il en est impacté.
C'est vrai qu'on est à l'ère de l'intelligence artificielle, mais là, on n'en a pas besoin, d'après ce que tu dis. Donc, s'il y a quand même un cas, un des parents qui est dépressif ou les deux, est-ce qu'il y a un cas, c'est-à-dire il y a un protocole de prise en charge ou de dépistage de la progéniture quand même, donc justement pour éviter le passage à la... Si tu veux, on essaie de mettre ça ensemble. Je sais que tu es très engagé dans plein de choses. Alors, moi, j'ai réussi cette année à mettre l'échelle de la dépression dans un carnet de santé qui est fait par l'Union des femmes du Maroc, autant durant la grossesse qu'après l'accouchement. C'est un carnet de santé qui est papier, mais qui est aussi digital, en application en arabe, et elles arrivent à scorer elles-mêmes leur dépression. Donc, c'est en arabe moyen, elles arrivent à dire comment elles vont, et puis ça leur dit quand est-ce qu'elles doivent aller consulter. Maintenant, une fois qu'ils sont repérés, qui s'en occupe? Parce que c'est quelque chose, hein, la psychothérapie mère-bébé, c'est toute une formation. Tu sais que j'ai animé un diplôme sur les relations mère-bébé pendant 4 ans à la fac, donc c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, et on travaille très bien avec le service néonat de Casa. On fait des groupes des mères, et quand on a des enfants hospitalisés et les mères ne viennent pas les voir, tout de suite ils les repèrent, ils nous les adressent et on travaille très bien ensemble. Ouais. Dernière question, c'est moi qui la pose. Quand j'étais au SAMU de Paris, quand il y avait un état d'agitation chez un enfant, on mettait un droléptan intramusculaire pour l'assommer complètement. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il y a autre chose en intramusculaire? Parce que ça les assommait, ils dormaient immédiatement. Donc, est-ce qu'on est de loin dépassé? Tu m'as donné 20 minutes au lieu de 30, forcément. Non. Mais... Alors, voilà. Donc ça, c'est vraiment détaillé dans tout ce qu'il y a comme agitation. Si c'est délirant, si c'est une intoxication, un sévrage, substance connue ou pas connue, si c'est une agitation dans le cas d'un problème de développement ou d'un problème d'autisme, si c'est déjà un patient suivi en psychiatrie. En première intention, si ça ne marche pas, en deuxième intention. Merci. Merci, je te remercie, Madame la Vice-Présidente. Ce fut un plaisir de vous accueillir. Monsieur le Président de Smirnef.